Eh bien, bonjour à tous. Pour cette troisième présentation dans ce symposium lié à la lecture numérique, on va poursuivre, je vais poursuivre les investigations liées aux apprentissages que peuvent nous donner les réponses erronées des élèves, mais on va changer de public et cette fois-ci justement s'intéresser aux élèves de 15 ans, puisque Marie avait déjà posé la question à ce sujet. Alors au niveau du plan, je vais simplement faire un petit cadrage. Ensuite, je vous présenterai l'unité l'île de Pâques sur laquelle je me suis basée pour ces analyses. Et je vous présenterai les erreurs des élèves en termes de processus et aussi en termes d'écart à la tâche. Puis je ferai une synthèse et quelques perspectives. Alors, comme ça a déjà été dit précédemment, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais la nature de la lecture numérique, elle interroge forcément les chercheurs. Et les recherches qui sont menées jusqu'à aujourd'hui, elles mettent clairement en évidence des recouvrements entre lecture traditionnelle et lecture numérique, mais aussi des spécificités en termes de processus cognitifs et en termes de stratégies liées à la lecture numérique. Et donc, ce sont ces spécificités forcément qui nous intéressent dans l'idée que faudra-t-il enseigner aux élèves par rapport à cette lecture numérique. Alors, comme ça a déjà été dit aussi auparavant, mais en Fédération Wallonie-Bruxelles, officiellement pour l'instant, ce n'est pas encore enseigné. Par contre, pour les élèves de 15 ans, nous possédons des informations sur leur performance grâce aux enquêtes PISA, puisque depuis 2009, la Fédération Wallonie-Bruxelles a participé aux enquêtes qui portaient sur la lecture numérique. Et dans le cadre de cette recherche, je vous présenterai les résultats issus de PISA 2018. Alors en 2018, il y a plus de 3000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont participé au test. Je ne vais pas m'attarder ici sur les scores globaux des élèves, mais je vais juste pointer deux résultats qui ont en fait initié cette recherche. Alors d'une part, un premier résultat, c'est que les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles y sont significativement moins performants que la moyenne de l'OCDE pour les processus comprendre et évaluer et réfléchir. Et d'autre part, un résultat assez étonnant, c'est que nos élèves sont significativement plus performants pour les items qui sont liés à des sources multiples, alors que ces items sont davantage liés à la lecture numérique, puisque c'est l'idée d'aller chercher dans plusieurs textes et donc de naviguer dans plusieurs textes. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est essayer d'en apprendre plus sur deux de ces résultats. Alors, en termes de ressources qui ont guidé mes analyses, tout d'abord, je me situe dans une approche psychodidactique des évaluations. Donc, l'idée, c'est que les évaluations peuvent nous apprendre quelque chose sur le développement des compétences de l'élève. Et pour moi, cette portée diagnostique, elle est extrêmement importante, d'autant plus dans un cadre un peu bizarre où finalement les performances des élèves sont évaluées avant d'être officiellement entraînées. Et donc mon idée, c'est de dire qu'on peut se baser sur ces évaluations qui existent déjà pour créer des dispositifs d'enseignement-apprentissage qui vont être adaptés en fait aux difficultés et aux déjà là des élèves. Ensuite, je vais suivre la théorie de Leplat qui indique que l'erreur, c'est à la fois un écart à l'attendu, mais c'est aussi la trace d'un processus cognitif. Et que de ce fait, deux réponses erronées, elles ne sont pas semblables et elles ne reflètent pas la même difficulté cognitive de l'élève. Et enfin, je vais me baser sur une recherche qui a été menée par Patricia, entre autres, en 2019, sur les élèves de 4e primaire à l'enquête Pearls, qui mettait en évidence justement que certains types d'erreurs pouvaient témoigner déjà de compétences en développement. Alors, pour entrer dans les données, je vais d'abord vous présenter cette unité l'île de Pâques, qui est une unité libérée de PISA 2018, parce qu'il me semble complexe de bien comprendre les erreurs des élèves si on n'a pas une idée claire de la tâche qui leur était demandée. Alors, pour vous mettre en contexte, donc dans cette unité, les élèves ils doivent imaginer qu'ils vont assister à une conférence d'un professeur qui va parler de ses recherches sur l'île de Pâques. Et pour se préparer à cette conférence, ils doivent découvrir des ressources, 3 textes qui abordent à la fois le mystère de ces fameux moailles, les grandes statues sur l'île de Pâques, et la raison, le mystère de la disparition des arbres de l'île. L'unité l'île de Pâques, c'est une unité qui est totalement informatisée. Les élèves ils reçoivent la question sur la partie gauche de l'écran et le texte sur la partie droite de leur écran. Et pour répondre aux 2 premières questions, ils reçoivent le premier texte. Alors, vous voyez ici une capture d'écran de ce texte. C'est un blog, c'est une page web, un blog du professeur. Et c'est un texte qui est considéré comme dynamique parce que l'élève va devoir
aller le défilement pour avoir accès à l'ensemble des informations. Et en plus de ça, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais il y a 2 liens URL sur lesquels l'élève peut cliquer pour avoir accès à d'autres informations. Pour répondre aux questions 3 et 4, l'élève reçoit automatiquement le deuxième texte. Alors, il faut savoir qu'il pourrait l'avoir déjà ouvert si, par curiosité, il a cliqué sur le lien URL qui se trouvait dans le premier texte. Ce second texte est un texte qui est statique. C'est une critique d'un livre intitulé « Effondrement ». Et donc, dans cette critique de livre, l'élève découvre une première théorie sur la disparition des arbres, qui est la cause humaine. Puis l'élève arrive à la question 5 et il reçoit le troisième texte. De nouveau, comme le deuxième texte, il pourrait l'avoir ouvert si, par curiosité, il a cliqué sur le lien URL dans le premier texte, dans la page web. Alors, ce troisième texte est aussi un texte qui est statique et qui est un article d'actualité scientifique dans lequel il va découvrir la deuxième hypothèse qui est la cause des rats polynésiens. Alors, ce texte a une petite particularité, c'est qu'au sein de cet article, il est fait référence explicitement de la théorie qui est présente dans le deuxième texte. Et cette particularité-là, elle aura une importance dans l'analyse de nos résultats. Alors, vous voyez aussi au-dessus de l'écran que l'élève peut à tout moment cliquer via le navigateur, la barre de navigation au-dessus, pour revenir dans le texte 1 ou dans le texte 2. Et puis enfin, l'élève obtient la question 6 et la question 7, qui sont des questions qui nécessitent là d'aller naviguer, d'aller rechercher des informations qui se situent dans les 3 textes. Et donc, ce sont ces questions-là qui, pour nous, sont davantage liées à la lecture numérique et sur lesquelles nous nous sommes centrés. Et dans le cas de cette présentation-ci, puisque le temps est toujours un peu compté, je vais vous présenter uniquement les résultats que j'ai pu obtenir via la question numéro 7. Alors, quelle est cette fameuse question numéro 7? C'était une question ouverte. Donc, l'élève, il doit écrire sa réponse entièrement et on lui demande, en se basant sur les textes, de dire pour lui, quelle est la cause de la disparition des grands arbres. Alors, c'est une question de niveau 4 sur le niveau de compétence PISA, donc c'est déjà un niveau assez élevé, et on est dans le processus évaluer et réfléchir. Si on observe la structure du texte, en fait, l'élève il doit repérer qu'il y a 2 théories, et que ces 2 théories, elles sont en opposition. Alors, dans le premier texte, les 2 théories sont nommées, mais on ne sait pas encore quel est leur contenu, et il y a déjà un indice qui montre qu'elles sont en opposition. Puis le deuxième texte va faire découvrir à l'élève le contenu de la première théorie, et le troisième texte va faire découvrir le contenu de la troisième théorie. Alors, comme j'ai déjà dit, dans le troisième texte, il y a aussi un petit indice sur la deuxième théorie qui se trouve dans ce texte-là. Et en plus, l'élève voit des indices qui montrent que ces 2 théories sont en opposition. Alors, au niveau des réponses qui étaient attendues, l'élève il pouvait donner 3 réponses qui étaient toutes les 3 considérées comme correctes. La première, c'est qu'il pouvait dire que ce sont les habitants de l'île qui ont détruit les arbres pour faire de la culture et déplacer les statues. La deuxième réponse, il pouvait dire que ce sont les rats polynésiens qui ont mangé les graines des arbres, ce qui a fait que les arbres n'ont pas pu repousser. Et enfin, il pouvait aussi dire qu'il n'était pas possible de s'arrêter sur une cause et que des recherches supplémentaires devaient être réalisées. Et c'est d'ailleurs ce que le professeur dit dans son blog qu'il va faire dans la suite de ses recherches. Par rapport à cette question-là, on a 45% d'élèves qui ont fourni une bonne réponse et 32% qui n'ont pas bien répondu. On a 22% d'omissions, c'est quand même assez important. Alors, on a essayé de savoir un peu quels étaient ces 45% de bonnes réponses. Et ce qu'on a remarqué, c'est que 24% d'entre elles, ce sont des élèves qui ont décidé que c'était la théorie A. 59% des élèves, enfin 59% des 45% ont dit la théorie B. Et il n'y a aucun élève qui a plébiscité la théorie C. Alors, un calcul rapide vous dit qu'il manque des pourcents. Et donc, en fait, il y a 17% d'élèves qui ont dit que c'était à la fois la théorie A et la théorie B qui étaient la cause de la disparition des arbres. Alors, vu qu'on est ici sur un colloque lié sur les obstacles des élèves, je vais me centrer maintenant sur ces fameuses 103 réponses erronées par rapport à cette question. Alors, nous avons analysé les erreurs des élèves selon 2 angles. D'une part, le nombre de textes que l'élève a cité dans sa réponse, et d'autre part, la justification qu'il a donnée.
nous, on était tenté de dire, ben voilà, la lecture de textes multiples, c'est peut-être un obstacle à la compréhension. Le fait de devoir aller chercher des informations dans plusieurs textes était peut-être l'obstacle. Mais cependant, dans notre analyse d'erreurs, on ne peut pas répondre par l'affirmative à cette question-là, parce qu'on a trouvé des erreurs qui sont à la fois liées à un seul texte, voire à aucun texte, et des erreurs qui sont liées à plusieurs textes. Donc ici, je vais vous présenter ces 4 types d'erreurs que nous avons repérées. Le premier type d'erreur, ce sont les élèves qui ne font appel à aucun texte. Alors, je vous mets ici quelques exemples. Vous verrez que certains sont un peu humoristiques. Donc, il y a 10 élèves qui ont produit une réponse vraiment qui ne fait appel à même pas aucun des contenus qui se trouvent dans les textes. Alors, cette réponse-là, elle n'apprend pas grand-chose sur le processus cognitif des élèves, mais par contre, elle peut nous amener à nous questionner sur la motivation des élèves à répondre à ce genre de questions. Parce que peut-être que des tests comme PISA qui sont des enjeux finalement peu importants sur leur réussite, a peut-être diminué leur motivation à répondre. En plus de ça, c'est la dernière question du test, donc peut-être qu'en termes de persévérance, les élèves sont fatigués et n'ont plus envie de répondre à cette dernière question. C'est possible. Alors, il y a aussi des élèves qui ont fourni une réponse qui est issue d'un seul texte. Par exemple, ici, vous voyez que l'élève a répondu « ils ont lutté pour leur survie », ça c'est une idée clé qu'il n'y a que dans le texte 2. Et l'autre élève, il a répondu « les rats, les canoës, doubler tous les 47 jours », et ça, ce sont des idées qui ne sont présentes que dans le texte 3. Donc ici, on a des élèves qui semblent s'être basés sur un seul texte. Alors, on va quand même mettre une limite par rapport à cette donnée. C'est qu'en fait, si on peut affirmer que ces réponses, elles ne sont issues que d'un seul texte, je crois que quelqu'un a laissé son micro parce que j'entends des échos, mais c'est pas grave. Vu que on peut affirmer que ce n'est issu que d'un seul texte, mais par contre, on ne peut pas affirmer que l'élève n'a lu qu'un seul texte. En effet, il pourrait très bien avoir lu les 2 textes et puis avoir décidé que la bonne réponse se trouvait dans le 3e texte. Donc en fait, juste sur base des réponses des élèves, on ne peut pas affirmer s'ils ont lu un ou plusieurs textes. Et du coup, en termes de pistes, ce qu'on pensait creuser, c'était de croiser ces réponses-là avec les données de navigation des élèves, qui nous donneraient peut-être des informations pour voir s'il est retourné dans le texte 2 pour fournir cette réponse-là, par exemple. Ce type de réponse, elle nous amène aussi à un questionnement par rapport à l'item en lui-même. Parce que quand on regarde la question qui est posée et le type d'erreur qui était accepté, on peut se dire, en fait, l'élève n'était pas obligé de prendre des informations des 2 textes pour donner sa réponse. Et du coup, c'est peut-être là une limite, une difficulté liée à évaluer la corroboration sur base uniquement de questions ouvertes. Donc ça, c'est vraiment une question qui se pose. Mais cependant, on peut quand même rappeler que de façon spontanée, il y a 17% d'élèves qui ont fourni une réponse correcte, où ils ont été cherchés bien dans les 2 textes. Donc finalement, voilà, on a un peu les deux opposés par rapport à ce questionnement. Alors la 3e catégorie que nous avons pu repérer, finalement c'est la plus étonnante, ce sont des élèves qui proposent une réponse erronée qui fait explicitement appel à plusieurs textes. Alors, tout d'abord explicitement, vous voyez ici une réponse de ce type, où l'idée de cultiver les terres, c'est clairement une idée qui n'est que dans le texte 2, et l'idée des graines d'arbres et des rats, c'est clairement une idée qui n'est que dans le texte 3. Donc cet élève-là, malgré le fait que sa réponse elle n'est pas correcte, il montre quand même sa capacité à aller chercher et intégrer des informations qui sont issues de 2 textes différents. Et on a aussi des élèves qui le font de façon un peu plus implicite. Donc vous avez ici un exemple d'élève qui dit c'est les rats polynésiens parce que c'est plus probable, l'article a l'air plus fiable. Alors il n'y a pas de retour explicite aux informations, mais il y a quand même des indices ici de comparaison qui donnent l'impression que l'élève il a bien comparé les 2 choses et qu'il a pris une décision sur base des 2 théories. Alors ce type de réponse-là, il est intéressant parce qu'il montre que l'élève, malgré son erreur, il est capable de combiner des informations qui sont issues de textes multiples. Et donc probablement que l'erreur, la difficulté de l'élève, elle se situe à un autre niveau. Et donc c'est ça qu'on a analysé dans la 2e partie de nos analyses. Et puis finalement, la dernière catégorie, qui est un peu particulière, elle rassemble les réponses qu'on n'a pas pu classer dans les 3 autres catégories. Si vous regardez ces 2 exemples-ci, que j'ai mis sur l'écran, vous voyez en fait que l'explication mise en gras, c'est une information qui se situe autant dans le texte 2 que dans le texte 3.
Du coup, c'est difficile, ce n'est pas possible sur base des réponses des élèves de savoir s'ils se basent uniquement sur un texte ou sur deux pour fournir la réponse. Et donc cette situation particulière, il nous semble qu'elle est liée au fonctionnement de PISA 2018 en scénario, puisque depuis 2018, PISA fait des tests où les textes sont reliés entre eux par une thématique. Alors c'est intéressant parce que c'est proche de la réalité du terrain, mais par contre, ça amène ce recouvrement parfois entre certains textes et cette difficulté, je vais dire, de classer certaines réponses d'élèves. Donc ça, c'était la première partie de mes analyses qui consistait à aller voir la difficulté en termes de différence de texte. Mais comme on l'a remarqué, toutes les réponses erronées ne sont pas liées juste au fait de ne pas savoir aller dans plusieurs textes, on a essayé de savoir où était l'erreur alors à ce moment-là. Et donc on a réanalysé l'ensemble des réponses, quel que soit le nombre de sources auxquelles il faisait appel. Et on arrive à une catégorisation en 6 types, 6 catégories d'erreurs que je vais vous présenter également ici. Alors, le premier type d'erreur, ce sont des élèves qui ne donnent juste pas de justification. Donc, comme vous voyez dans ces deux réponses. Donc, ce sont des élèves qui, visiblement, en termes de processus, ils ont choisi une théorie qui est pertinente, mais ils n'ont pas pris en compte l'ensemble de la question. Alors, est-ce que c'est fait volontairement ou par mégarde? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, ils ne répondent pas à l'ensemble de la question. Et de nouveau, comme on l'a déjà mis en évidence auparavant, c'est peut-être lié à la motivation de répondre à une question ouverte, qui est peut-être un peu plus fatigante pour les élèves, ou alors c'est peut-être simplement qu'ils n'ont pas lu l'entièreté de la question et qu'ils se sont arrêtés à quelle est pour vous la théorie et pas justifier votre réponse. Donc ça, on ne peut pas savoir sur base uniquement des réponses des élèves. La deuxième catégorie d'erreurs, ce sont des élèves qui proposent une justification qui est basée sur un extrait qui n'est pas pertinent. Donc, ici, j'ai mis de nouveau 2 exemples où l'élève parle du fait que les habitants ont taillé les moailles ou que les rats doublent tous les 47 jours. Ce sont des informations qui sont bel et bien extraites du texte, mais l'élève, il n'a pas été sélectionné l'information qui est pertinente. Donc, il a été chercher une information, mais ce n'est pas la bonne information. Alors, dans ce cas-ci, en fait, on voit que l'élève, il mobilise un processus cognitif qui est le fait d'extraire des infos du texte, mais c'est un processus qui est moins complexe que celui qui est attendu. Et ce type d'erreur-là, c'est pour ça que j'avais mis la référence, ça a déjà été repéré chez les élèves de 4e primaire en lecture. Alors ça fait un peu écho à la présentation que j'ai suivie hier de Madame Brunel, Monsieur Capt et Monsieur Dufay, où ils mettaient en évidence une persistance de certaines difficultés, aussi bien à 9 ans qu'à 12 ans et à 15 ans. Et donc ici, on voit qu'en 4e primaire, vers 9-10 ans, on a cette difficulté qui apparaît, et elle est toujours là vers 15 ans. Alors, une petite note complémentaire que vous ne pouvez pas voir sur l'écran ici, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les réponses erronées qui sont dans cette catégorie, étonnamment, la plupart des réponses, ce sont elles correspondent aux distracteurs de la question précédente. Donc, la question 6 que je n'ai pas présentée, elle avait des distracteurs. Et étonnamment, les réponses incorrectes ici, ce sont ces distracteurs de la question 6. Du coup, une perspective qu'on pourrait investiguer, c'est de voir justement si pour ces élèves-là, ceux qui ont formulé ce type de réponse erronée, qu'est-ce qu'ils avaient dit à l'item 6 et est-ce qu'éventuellement l'item 6 n'a pas influencé leur réponse à l'item 7. Alors, je continue sur mes erreurs. Et donc, le 3e type d'erreur, c'est les élèves qui donnent une justification qui n'est pas issue du texte. Alors ça, Juliette et Patricia en ont déjà parlé auparavant. Donc, vous voyez ici deux réponses d'élèves. Donc, il y en a un qui dit si c'était les agriculteurs, on aurait des témoignages. Ou c'est sûrement l'homme parce que l'homme est toujours responsable de la destruction du monde. Donc là, très clairement, ce sont des élèves qui vont mobiliser leurs connaissances ou leurs croyances personnelles pour répondre à la question. En soi, c'est pas une mauvaise stratégie, mais par contre, ils ne retournent pas du tout au texte. Donc forcément, ils ne vont pas vérifier si leur idée, elle est présente au sein du texte. Et ça, de nouveau, chez les élèves de 4e primaire, on avait déjà repéré ce type d'erreur. On a aussi des élèves, et de nouveau, dans des types de réponses tout à fait différentes, qui déforment le texte. Donc ici, vous avez un élève qui dit les rats ont mangé les palmiers, alors que les rats ont mangé les graines et pas les palmiers, ce serait un peu compliqué de manger les palmiers. Ou les hommes européens ont taillé les arbres, alors que dans le texte, les Européens, ce sont ceux qui ont découvert l'île sans arbres, mais ce ne sont pas eux qui les ont taillés.
Et donc ici, on voit que ces élèves-là, en termes de processus, ils sont retournés au texte, mais ils semblent faire une confusion entre les propos, des interprétations qui sont un petit peu erronées. Et ce qu'on peut se demander, c'est si est-ce que c'est une difficulté d'interprétation basique, enfin je veux dire liée à un texte plus fondamental, ou est-ce que c'est une difficulté qui est liée à la navigation entre les textes? Est-ce que le fait de devoir passer d'un texte à l'autre en gardant quelques informations en mémoire et puis d'aller vérifier ces informations si elles sont présentes dans l'autre texte, est-ce que c'est pas ça qui a amené une difficulté supplémentaire et ce type de réponse chez les élèves? Alors, une piste qu'on aurait à investiguer par rapport à cette question-là, ce serait de voir pour ces élèves-là leur score aux questions 1 à 5, en fait, donc aux questions qui ne portent que sur un seul texte. Parce que si ces élèves, aux questions 1 à 5 ont bien réussi, c'est sans doute alors peut-être que c'est la difficulté de naviguer qui est en cause. Par contre, si déjà aux questions 1 et 5, ils se sont trompés, alors c'est peut-être un problème d'interprétation qui est plus fondamental et qui est lié même à un texte unique. Alors, il me reste 2 types d'erreurs à vous présenter. Le 5e type d'erreur, ce sont les réponses d'élèves dont la justification est tout simplement trop peu développée. Donc, vous voyez dans ces 2 exemples-ci que l'élève il propose une réponse qui n'est pas incorrecte, mais qui n'est pas développée. Et donc, ce qu'on peut se demander en termes de processus, c'est si la difficulté, elle n'est pas davantage liée au fait d'écrire la réponse plutôt que de comprendre le texte. Et ça, c'est un biais qui a déjà été mis en évidence auparavant. À partir du moment où la question est sous forme de question ouverte, il n'y a rien à faire. L'aspect écriture vient influencer la réponse. Et enfin, le dernier type d'erreur qui nous paraît vraiment aussi fort intéressant à mettre en évidence et tout à fait différent des autres types d'erreurs, mais ce sont des élèves qui se sont centrés uniquement sur la fiabilité des sources. Alors, vous voyez ici ces 2 exemples où l'élève dit je pense que c'est la source 3 parce qu'elle est plus fiable, il y a des noms de scientifiques connus, où les scientifiques, les enquêtes, c'est leur métier. Et donc, en fait, on voit que ces élèves-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été chercher la source du message. Alors, la source ici, elle doit être comprise comme l'auteur du message. Ils ont été chercher l'auteur du message pour prendre une décision. Ils avaient 2 positions contradictoires. Ils se sont dit, je vais voir qui est l'auteur et je vais choisir la position dont l'auteur me semble plus fiable. Alors, dans les faits, c'est une stratégie en tout cas qui me paraît fort intéressante, fort pertinente, surtout en lecture numérique où le fait d'être attentif aux auteurs des messages est extrêmement important. Ce qui est juste dommage ici, c'est que ces élèves-là, ils ne sont pas revenus au contenu et donc ce type de réponse n'a pas été accepté, n'a pas été considéré comme correct. On voit aussi que tous les élèves qui ont produit une réponse de ce type-là, ils ont décidé de faire confiance aux scientifiques. Et donc le fait d'accorder la confiance aux scientifiques et aux universitaires au niveau des sources, c'était quelque chose qui a déjà été mis en évidence en 2001 par Brehm et ses collaborateurs. Alors nous, une piste qu'on a pour creuser ce type de réponse en particulier, ce serait d'aller voir si ces élèves-là, ils sont plus familiers que les autres à la lecture numérique. Est-ce qu'ils ont éventuellement reçu un enseignement sur le sujet? Peut-être que pour certains professeurs le font, même si ce n'est pas prescrit dans les programmes, ou peut-être qu'ils sont fort familiers avec beaucoup de numérique chez eux. Donc il y a peut-être quelque chose à aller creuser au niveau du bagage des élèves qui ont fourni ce type de réponse. Donc voilà, finalement, cette analyse, elle appuie quand même l'idée que les erreurs des élèves peuvent nous apprendre beaucoup de choses et que finalement, un code 0 dans PISA, ça reflète bien l'incapacité de l'élève à répondre à la question, mais par contre, ça ne reflète pas le même niveau de difficulté de l'élève et du coup, peut-être pas le même besoin de soutien pédagogique. Alors, pour synthétiser toutes ces informations, j'avais refait un tableau ici à double entrée qui prend d'un côté le nombre de sources de textes dont est issue la réponse et en horizontal les types d'erreurs. Et vous avez au croisement le nombre de réponses erronées dans chacune de ces catégories. Alors, ceux qui calculent très vite se diront il y a plus d'erreurs que de nombre d'erreurs totales, mais c'est parce que certaines réponses pouvaient se retrouver dans plusieurs catégories. Et donc, finalement, chacune de ces catégories, elle nous a appris des choses soit en lien avec l'item en lui-même, questionner sur l'item PISA, soit en lien avec le processus que l'élève est déjà capable de mettre en place. Et j'ai juste ici repris les idées clés que je vous ai présentées précédemment.
Mais si on observe ce tableau un peu comme un tableau diagnostique, en fait, chacune des intersections pourrait être vue comme une intervention pédagogique, amener à une intervention pédagogique différente auprès des élèves. Alors simplement pour terminer, parce que je vois que j'ai déjà dépassé mon timing, les perspectives que nous a permis cette première analyse d'erreur, la première, ce serait de croiser les réponses erronées avec les données de navigation des élèves pour en apprendre davantage sur le nombre de textes qu'ils ont lus. Et une seconde piste, ce serait d'aller analyser les liens entre certaines catégories d'erreurs et les items, soit l'item précédent, soit les items qui ne font appel qu'à une source. Mais néanmoins, cette analyse, elle met quand même un peu en avant la limite de juste se centrer sur les réponses erronées des élèves. On aurait envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait en direct. Et donc moi, ce que j'espère pouvoir faire dans la suite de mon travail, c'est de réaliser des laboratoires cognitifs via cette unité libérée de PISA pour observer les comportements d'élèves en situation, pourquoi pas via un système d'eye tracking qui me permettrait de voir où se pose le regard de l'élève avant qu'il aille répondre à la question. Donc ça me donnerait plus d'informations en termes de son fonctionnement, en termes de lecture numérique, et pouvoir interroger les élèves sur les réponses qu'ils ont données, un peu comme Patricia et Marine l'ont fait au travers de leur laboratoire cognitif chez les élèves de 4e primaire. 4e et 5e, pardon. Et puis enfin, mon souhait à plus long terme, et ça rejoint vraiment ce qu'a fait Juliette également, mais ce serait d'imaginer des dispositifs d'enseignement-apprentissage qui seraient adaptés aux difficultés des élèves de 15 ans pour justement se baser sur le bagage qui existe déjà et puis leur ramener les stratégies dont ils ont besoin pour devenir des lecteurs numériques experts. Et donc, c'est ce que j'espère pouvoir faire dans la suite de ma thèse. Je vous remercie pour l'attention portée à cette présentation.